Ok. Hello à tous et bienvenue dans ce panel. Donc moi je m'appelle Carla, aussi connue sous le nom de Carlita Crypto. Aujourd'hui je vais modérer ce panel sur quel est le mode d'emploi accessible pour le Web3. Donc on va parler du mode d'emploi du Web3 accessible, on va se poser la question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quels sont les freins, quels sont les enjeux, quelles sont les pistes pour avoir un Web3 accessible. Mais avant ça, je vais laisser les speakers ici présents se présenter. Tu veux commencer, Léo? C'est parti. Écoutez, enchanté, content de tous vous voir ce matin, 13h30. On commence bien aujourd'hui. Du coup, CryptoPixou, créateur de Coin Academy et investisseur. Bonjour à tous, merci d'être là et merci de nous écouter. Donc moi c'est Andrea Vistoli, aka Don Diego Sanchez, et je suis ce qu'on qualifie de Polkadot Ecosystem Agent. Je travaille à temps plein pour une trésorerie on-chain qui me mandate pour des missions pour faire que cet écosystème-là il aille bien et il se passe des choses dedans. On peut dire le Jésus de Polkadot? Écoute, c'est en train de venir. Et peut-être que je fais un peu exprès, mais ouais, c'est en train de venir. Polkadot Jesus ou un truc comme ça. Ouais. En tout cas, je me vois comme un prophète, c'est sûr. Moi, Benjamin Cohen, donc CEO et fondateur du Crypto Daily, un média d'information. On fait de l'actualité en newsletter gratuitement tous les jours en 2 minutes et des vidéos sur YouTube. Et Thibaut Boutroux, cofondateur de Meria, stacking provider et plateforme d'investissement régulée en France. Super, merci beaucoup. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est pour vous un Web3 accessible? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit un écosystème Web3 qui est accessible? Et sinon, à partir de quand on pourra dire qu'il est accessible? Je ne sais pas qui veut commencer. Je pense que le Web3 reste quand même assez accessible parce que moi, quand j'ai commencé en crypto, il n'y avait pas ces conférences, pour commencer. Au moment où j'ai commencé aussi, il y avait les connaissances étaient mal partagées. On avait peu de sites, les réseaux avaient une place qui était, je pense, inférieure par rapport à maintenant. Il y avait beaucoup moins de diversité dans les créateurs de contenu, etc. Donc, je pense quand même qu'on arrive sur quelque chose qui est de plus en plus mature. Et nous, on essaye de justement participer à tout ça avec Coin Academy, avec notre média, aussi avec les autres médias francophones. Et après, ça dépend si on prend par le prisme aussi de la technologie, dans le sens où est-ce que utiliser un L2, c'est facile aujourd'hui sur Ethereum, tu vois, genre pour un néophyte qui arrive, qui a jamais touché la blockchain, de comprendre qu'il faut un token sur une autre blockchain que Ethereum pour, donc je pense que d'un point de vue de l'information, c'est de mieux en mieux. Je pense que YouTube a aussi joué un énorme rôle. Aujourd'hui, on a des contenus qui sont quand même très agréables à regarder, qui sont très complets. Et franchement, je trouve que voilà, on va dans le bon sens, en tout cas dans ce sens-là. Après, d'un point de vue utilisation, je pense que c'est encore notre sujet. Moi, je vais dans ton sens aussi. Je trouve que ça s'améliore bien et que ça prend une bonne direction. Après, moi, j'apporterais juste une petite nuance sur la définition du Web3. Et je pense que les technologies blockchain ont créé des nouveaux usages et que c'est ces usages qui sont en train d'être adoptés et que il y a une confrontation directe entre facilité d'adoption et respect des valeurs du Web3. C'est ce que tu disais, les L2, les machins, et on en est là, on en est où pour moi les usages ont été acceptés et adoptés, c'est-à-dire faire rentrer le retail market dans les marchés privés d'investissement, en fait redonner le pouvoir aux gens sur leur argent, sur leur épargne, sur concrètement leur avenir, et que ça c'est extrêmement rassurant et que l'idée c'est vraiment propagée. Et maintenant il va s'agir de voir comment on va s'assurer que ces usages restent compatibles avec les valeurs du Web3. Et pour moi, l'enjeu, il est là. Parce qu'on voit bien qu'il est très facile de rendre l'UX beaucoup plus acceptable et agréable et facile à intégrer dans la vie de tous les jours. Mais c'est au prix de certains sacrifices. Et alors, qui est capable aujourd'hui de dire jusqu'où on va pouvoir sacrifier les valeurs du Web3 pour le rendre accessible et à quel moment on est en train de juste refaire Internet ou pas? Bon, je n'ai pas du tout la réponse à ça aujourd'hui, mais bon, j'ai l'impression que le débat il est autour de ça, quoi. Que sur l'usage, on est tous à peu près d'accord, et ça va être sur l'implantation technique et dans notre vie quotidienne. Et puis pour répondre à la deuxième partie de ta question, le Web3 sera adopté le jour où on n'en parlera plus, quoi.
où ce sera naturel pour tout le monde. Ton wallet, ta carte bleue, ce sera la même chose. Et puis, tu auras accès à tout un tas de services financiers, de choses comme ça, comme les pionniers sont en train de déployer et de propager. Et que voilà, que le livret A, ce sera un doux souvenir d'une autre époque. Donc, en fait, limite, on pourrait dissocier peut-être des thématiques dans le Web3, dire aujourd'hui que la crypto, c'est accessible et que la technologie de la blockchain et ce qu'on en fait, ça l'est moins. Je vais être un peu plus nuancé, je vais même aller à contre-courant là-dessus. Pour moi, je suis désolé, mais en fait, non. Alors oui, c'est accessible. Tout le monde peut aujourd'hui acheter de la crypto et essayer de faire de l'argent. Les gens viennent pour l'argent. Aujourd'hui, à main levée, alors je sais que on n'est pas hier soir, mais on va le refaire. Si vous avez commencé les cryptos, ou si vous êtes intéressé aux cryptos, parce que vous saviez qu'il y avait de l'argent rapide à se faire, levez la main, s'il vous plaît. Et encore, ça va. C'est vrai qu'il y a beaucoup de menteurs. Non, mais tout ça pour dire qu'à mon avis, on aura un Web3 accessible le jour où les gens viendront, non pas pour des promesses de gains, mais pour... en fait, ils s'en rendront même pas compte qu'ils y sont. Et c'est là où on sera quelque part. Il y a des projets qui y bossent, mais aujourd'hui, on est très très loin d'avoir ce type d'adoption comme on peut espérer, ou qui sort un peu de l'argent. Enfin, qu'on se le dise, s'il n'y avait pas toute cette spéculation et tout cet argent derrière cet écosystème, tous les gens qui ont levé la main, là... Je suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent quand même avoir un sens de la propriété privée, tu vois, de vraiment détenir quelque chose qui n'est pas saisissable. Et je pense que ça va bien au-delà de la spéculation. Évidemment, je pense que moi personnellement, quand j'ai commencé, c'était pas pour ce sujet-là, mais je pense que on va de plus en plus arriver dans ce sujet-là, hein, notamment avec le comportement des gouvernements dernièrement. Et peut-être pour compléter, Thibaut, quels sont les freins que tu vois justement à l'adoption du Web3 par le grand public ? Déjà, en fait, il y a la différence entre accessibilité et adoption. Le Web3 est accessible à tous, les cryptos sont accessibles à tous, dans le sens où n'importe qui le veut peut y aller. Après, est-ce que c'est adopté, est-ce que c'est facile d'y aller ? Ça, c'est du coup un autre sujet, et ça implique aussi de faire un petit peu de travail. Alors, on a simplifié pas mal de choses, il y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont extrêmement complexes et qui n'ont pas vocation non plus à être entre les mains de tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, tout le monde n'est pas capable de manipuler ce qu'il y a dans le protocole derrière, tout le monde n'est pas capable de coder, tout le monde n'est pas capable de faire, et tout le monde n'a pas vocation à devoir le faire. Dans la blockchain, dans les cryptos, c'est pareil. Et on a aussi des gens qui vont à un moment donné créer des usages, imaginer des usages, mais c'est pas forcément eux qui vont les build, c'est pas forcément eux qui vont les construire, et ils vont s'entourer. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour de ça. Et après, les freins, pour moi, le principal frein qu'on voit et qui est en train, je trouve, de se marquer encore plus en France, c'est, on parlait d'information, effectivement, on a beaucoup de contenu éducatif aujourd'hui. En France, on a de la chance, on s'en rend pas compte, mais on a vraiment beaucoup de contenu de très très bonne qualité. Mais on a aussi encore beaucoup d'idées reçues qui persistent et qu'on a encore du mal à balayer sur les cryptos. Et les récents événements, on parle encore beaucoup de spéculation, comme si les cryptos étaient le seul univers qui était spéculatif, alors qu'on voit que quand la Chine sort une IA, on a les actions américaines qui prennent un moins 10%, un moins 20% sur des très courtes périodes. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte de toute manière géopolitique où on a de la volatilité un petit peu partout. Les cryptos, il y en a, c'est un petit marché, c'est normal, c'est en train de grandir, mais il y a encore beaucoup d'idées reçues qu'on a du mal à passer, et en France, on est bloqué sur certains sujets, et tant qu'on ne passera pas ces sujets-là, pour le commun des mortels, et je pense qu'on est dans la période où vous avez tous fait un repas de Noël il y a un mois, autour de nous, il y a encore des gens qui sont très très loin de comprendre, et qui encore, pour eux, les cryptos, c'est anonyme, les cryptos, c'est du blanchiment, les cryptos, c'est de la spéculation. À mon sens, c'est juste une question de génération, c'est juste une question de temps. Alors, j'apporterai une petite nuance là-dessus. Clairement, il y a une question générationnelle, mais je pense que nous, acteurs de la crypto, on est biaisés et qu'on n'a pas la même perception que le reste du monde de la crypto. Alors quand même, on doit avoir 25 000 tokens live et il y en a 24 500 qui sont des scams. Donc, tu regardes ça de l'extérieur, bien évidemment que tu te dis, oula, c'est quand même un secteur naissant, c'est encore un peu le Far West. Et je trouve ça intéressant parce que c'est quand même fait par des gens qui croient en quelque chose, qui ont envie d'apporter quelque chose à l'humanité. Et peut-être que nous, on ne voit pas l'impact qu'ont tous les... Pas forcément les scams, mais voilà, c'est la brutalité des marchés privés et du financement de start-up. Il n'y en a qu'une sur 10 qui va vraiment marcher. C'est bien pour ça qu'il y a des régulations sur l'accès au marché privé.
quand je parlais d'usage, c'est ça aussi que ça a ouvert, c'est que d'un coup le retail a eu le pouvoir d'investir dans des projets qu'ils décidaient ou parce qu'ils croyaient en ce que le projet défendait. Et à côté de ça, Et souvent, le retail a servi surtout d'exit liquidity. et il y a ça aussi, il y a une prédation sur le retail dans notre industrie qui est indéniable. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne et que voilà, puis elle va évoluer. Mais je pense que ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que oui, on peut jeter la pierre aux médias traditionnels d'avoir fait vraiment une sale image à la crypto, et je suis d'accord avec ça. Et en même temps, tu te fais l'avocat du diable. Justement, au repas de Noël, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit 98% des tokens sont des scams et ont servi à rien Voilà. Et donc après, tu dis oui, mais nous, on sait faire la différence entre les 2% qui ont de la valeur. Mais Ou des arnaques, il y en a partout dans tous les cas. Et c'est aussi l'autre argument, on est d'accord. Hein, l'humain n'a pas tendu la crypto pour arnaquer les gens. Mais ça a facilité les process quand même. Moi, je pense que c'est vraiment juste une question de temps, dans le sens où quand des personnes comme nous auront des enfants ou auront des enfants qui auront grandi, on arrivera dans un monde où ce sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus normal d'utiliser la crypto. Je pense que d'ici là, la TradFi aura beaucoup plus adopté les cryptos encore. On voit la riffing de BlackRock qui veut tokeniser sur Ethereum, et en plus derrière qui toque chez le régulateur. Allez, il faut que ça aille plus vite là, on veut tokeniser maintenant. Donc je pense qu'il y a... On va tellement avancer rapidement dans les prochaines années, et en même temps, nos générations vont grandir et avoir des enfants, et donc tout ça va faire que je pense qu'on se dirige dans un monde qui va être beaucoup plus crypto-friendly. Et puis les journalistes vont aussi vieillir, donc on aura aussi des journalistes plus jeunes, nouvelle génération, plus crypto, et c'est une bonne chose. Donc, vous avez parlé des freins comme la complexité technique, la volatilité. Aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de démocratiser aussi cet écosystème. Léo, tu dis que c'est le temps qui va faire les choses. Comment est-ce que vous, à votre échelle, vous contribuez à faire que le Web3 devienne accessible ? On passe nos vies à le faire. On dédie nos vies. Non, mais dans un sens, aujourd'hui, en fait, je pense que quand on a créé Coin Academy, qui est du coup notre média, etc., en fait, on a juste réfléchi à ce qui se passait en 2017 et aux informations qu'on avait. En 2017, quand j'ai commencé la crypto super activement, avant j'étais déjà positionné, mais c'était pas, je me renseignais beaucoup moins. En 2017, il y avait tellement peu d'informations. On lisait les sites au hasard, on n'avait même pas de white paper, où ils étaient incomplets, c'était du grand n'importe quoi. Et puis dans les médias anglais, il y avait aussi beaucoup de promotions de scam, encore plus qu'aujourd'hui, à mon sens. Et du coup, vraiment, à ce moment-là, c'était très compliqué. Et du coup, nous, on s'est vraiment dit, OK, on va créer un média pour que aujourd'hui, les gens qui commencent n'aient pas les mêmes galères que nous en 2017, en fait. Et je pense qu'on y arrive plutôt bien, à la fois du côté vidéo, d'un point de vue analyse fondamentale, avec de l'action en temps réel sur Twitter, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près partout et on essaye vraiment de partager notre passion et on passe tout notre temps à le faire. Donc, je pense que c'est suffisant d'une certaine manière. Et peut-être côté plus plateforme, vous, avec Meria, comment vous faites aujourd'hui pour rendre le Web3 plus accessible? Est-ce que, je ne sais pas, vous créez aussi de votre côté des tutos pour vos utilisateurs, des vidéos? Ouais, nous, il y a forcément énormément de contenu qui est créé sur la plateforme, énormément de communication avec les clients, de pédagogie en interne sur plein de bonnes pratiques. Et puis, nous, on a, de par le côté hasher aussi de Owen, on a un spectre qui est un peu plus large et on a une capacité aussi à transmettre le message. Donc, on essaie de le jouer à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, pas que auprès du grand public et auprès du retail. Il y a aussi éduquer les entreprises, éduquer toutes les parties prenantes qui font que cet écosystème peut grandir, toute la partie politique qui sont aussi des briques indispensables pour que cet écosystème se développe. Donc, tu as différents niveaux d'éducation qui ne se fait pas de la même manière, qui ne prend pas le même temps, tu ne vas pas toucher au même sujet. Mais oui, en tant qu'acteur, de toute manière, tu es obligé de contribuer. Ça fait aujourd'hui, dans un écosystème qui est en train d'émerger comme celui-ci, c'est une brique qui fait partie du métier, qui fait partie du job. Si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Et si tu ne le fais pas, tu ne peux pas te plaindre que l'information, elle ne circule pas correctement. C'est-à-dire que si tu n'es pas, toi, acteur, tu ne pourras pas venir te plaindre que l'information qui est transmise, elle n'est pas bonne ou que les nouvelles lois qui passent, elles ne sont pas bonnes. Si tu n'as pas, toi, essayé de créer, de passer des messages, de discuter, d'ouvrir le dialogue. C'est parfois énergivore, mais ça fait partie aussi du job. Et c'est aussi hyper intéressant de pouvoir le faire et d'être à l'intérieur, de voir comment ça évolue. La réalité, c'est que
as toujours un peu de frustration quand tu es dedans, parce que quand tu es dedans, tu vois les problématiques au quotidien, mais si tu prends un peu de hauteur et de recul, je veux dire, ça avance hyper vite. Et quand on a commencé en 2017 et quand on est aujourd'hui, le chemin qui a été fait en quelques années quand même, il est absolument incroyable, hein. On arrive aujourd'hui à des choses avec le président de la première puissance économique mondiale qui est en train de pousser les cryptos. Je veux dire, il y a encore quelques années, si on m'avait dit que ça arriverait en 2025, j'aurais dit ouais, peut-être pas tout de suite, il faudra peut-être un peu plus patient. Et puis ça va forcer les médias à s'intéresser aux cryptos en fait. Mais pas que les médias, en fait, ça va forcer tout le monde. Et c'est ça où c'est intéressant, et quoi qu'il arrive, l'issue de la campagne, Trump, pas Trump, peu importe, en fait, les cryptos étaient déjà gagnantes, parce que le simple fait d'être un sujet force tout le monde à le considérer. Et à partir du moment où il y a un acteur qui dit moi j'y vais, mais en fait, ou quand tu as BlackRock qui dit moi j'y vais, le positionnement de tous les autres gestionnaires d'actifs, c'est tu peux plus juste dire je suis contre. Tu dis oh, ils ont été, je suis obligé de regarder, je suis obligé de considérer le sujet, de faire C'est ma du business lecture. aussi. Exactement, mais à partir du moment où il y a ce rapport-là, parce qu'en fait, si tu y vas pas, potentiellement, tu vas avoir un retard par rapport à l'autre, donc tu es obligé de regarder. Et si tu y vas pas, tu dois savoir pourquoi tu y vas. Et la réalité, c'est que historiquement, tous les gens qui ont fait un pas dans la crypto et qui ont creusé, il n'y en a pas beaucoup qui en sont sortis. Et il y a que 21 millions de bitcoins aussi, donc quand quelqu'un y va, il faut y aller. Donc finalement, les médias traditionnels en parlent de plus en plus. Vous, sur le Crypto Daily, vous avez fait un pari qui est intéressant, c'est que vous démocratisez la crypto et à la fois d'un point de vue divertissement. Vous avez des nouveaux formats qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Est-ce que c'est pas délicat à faire? Est-ce que c'est pas difficile parfois? Et comment est-ce que vous essayez de toujours innover, créer des nouveaux formats qui sont à la fois drôles, qui peuvent faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est la crypto sans qu'ils pensent à de la complexité technique? Nous, on est parti d'un constat assez simple, qu'aujourd'hui, on est dans une guerre de l'attention. La guerre de l'attention, comment elle se passe? Tu as 98% des gens qui vont essayer de voler l'attention pour essayer de vendre de la merde aux gens. On le voit partout, même en crypto, hein, attention. Et on s'est dit, on veut essayer de voler cette attention, mais nous plutôt pour aider les gens. C'est pour ça que nous, à travers les formats de divertissement, le but principal, il faut se remettre à la place d'une majorité de gens. Une personne lambda en crypto, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément son job, qui rentre du taf, qui est fatigué, qui n'a pas envie de manger des white papers incompréhensibles, etc. Donc on s'est dit tout simplement, on fait du divertissement. La personne qui regarde, elle vient, elle regarde, elle passe un bon moment. Si en plus elle a appris quelque chose à la fin et en plus elle s'est éclatée, moi je suis au top. Moi mon but, vraiment ce que j'ai envie de faire et là où j'ai envie d'amener les gens, c'est de leur dire voilà, ça existe, vous pouvez commencer facilement sans avoir à galérer, à passer un bon moment. Si cette personne-là, je lui ai mis le pied à l'étrier et il s'est posé la question, drop de mic, j'ai tout gagné, quoi. Je suis très content. Et peut-être d'un autre point de vue, côté plus protocole, parce que Polkadot, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez technique d'un point de vue extérieur, qui jusqu'à présent n'a pas été beaucoup démocratisé, du moins en France. Quelles initiatives vous mettez en place pour justement faire comprendre votre technologie? Alors, je représente sûrement un cas très particulier, c'est-à-dire que Polkadot étant particulier, les choix philosophiques qu'on a faits nous ont amené à avoir une UX extrêmement compliquée, au moins au début. Et quand je parlais tout à l'heure d'usage et de technologie, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'usages qui ne se font pas sur Polkadot parce que sur Polkadot, on a des contraintes techniques liées à notre philosophie de construction et de développement qui fait que finalement, ce n'est pas intéressant d'utiliser Polkadot pour faire du pump.fun, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, après, l'idée, c'est aussi de savoir quel type de service et quel type de Web3 vous voulez fournir. Et le truc qu'il faut intégrer, c'est que Polkadot, c'est principalement une solution B2B. Donc, nous, on n'a pas vraiment l'enjeu d'essayer de faire de l'adoption ou du prosélytisme auprès du retail, puisque nos clients principaux sont des roll-ups et des builders de DApps. Donc, c'est vraiment c'est le même type de question, mais c'est sur d'autres catégories socio-professionnelles, j'ai envie de dire. Et à ce niveau-là, très concrètement, la position de DOT, c'est essayer de vendre de la crypto ou de la blockchain au retail, c'est gaspiller de l'argent parce qu'ils en sont très très loin de comprendre ça. Donc, encore une fois, c'est plus les usages qu'il faut mettre en avant et c'est plus la promesse finale.
d'un Web3 désintermédié, d'un Web3 plus résilient. Et surtout, et encore une fois, on en revient à usage et technologie, bien malin celui qui aujourd'hui saura te dire quel niveau de résilience il est nécessaire d'avoir dans un système blockchain pour qu'il soit compatible avec une adoption globale. Puisque l'équation, c'est, on va dire, plus t'es Web3, moins t'es UX, quoi. Et quel est le juste milieu? Et puis, bah, tu as plein d'écosystèmes qui tentent plein comment dire, d'alchimie différentes dans cette équation-là. Et c'est très intéressant parce qu'il y en a qui arrivent à prouver qu'ils génèrent de l'adoption par la simplicité et l'UX. Donc, il faut qu'on en soit conscient. Et en même temps, bah, tu en as plein qui disent oui, mais cette facilité et cette UX, tu la payes au prix des valeurs du Web3. Bon, alors là, j'ai vraiment pas de réponse là-dessus sur quel est le bon ratio. Mais après, sinon, d'un point de vue écosystème, en vrai, nous, ça ne nous concerne pas, finalement. C'est les gens qui gravitent autour, c'est les gens qui font du business autour grâce à la blockchain. Donc, bah, comme mes camarades là ici, qui, oui, eux ont besoin qu'il y ait de l'adoption du Web3, de la compréhension du Web3, parce qu'eux, ils vendent un service directement au retail et aux entreprises. Et là, c'est nécessaire que ces gens-là comprennent bien les vrais enjeux et les vrais objectifs, la vraie valeur ajoutée de tout ça. C'est sûr, mais c'est normal. Hein. Aujourd'hui, personne ne te parle d'AWS. Voilà, et tu n'en as rien à faire et c'est bien normal. Tu es content d'avoir des services qui tournent à peu près bien, les Uber et compagnie. Où est-ce qu'ils sont hébergés? C'est qu'un des détails de l'architecture d'Internet, au final, j'ai envie de dire. Donc, non, le point qui était intéressant sur la question d'avant, où je voulais revenir, c'est la clarté réglementaire aussi. C'est-à-dire qu'on a été dans un monde où jusqu'à il y a quelques années, et encore presque quelques mois, pour une entreprise, c'était un vrai questionnement de détenir des crypto-monnaies. Et comptablement, c'est un enfer. Et donc la société civile s'est pas encore mise à jour de ça. Elle y est forcée par l'agenda politique américain et c'est tant mieux quelque part. Et effectivement, le signe d'adoption globale que moi je vois, c'est que la crypto est en train de devenir un sujet de société. Au même titre que on a eu des débats sur le nucléaire, par exemple. Et que d'un coup, c'est un sujet de société, tout le monde doit avoir un avis là-dessus. Puis il y a des lobbies qui sont contre, il y a des lobbies qui sont pour. Et puis on fait évoluer. Mais ça, c'est un vrai marqueur. Que maintenant, c'est un sujet, on en parle aux 20h, quoi, littéralement. C'est cool. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on nous aurait dit il y a un président américain qui va lancer des meme coins. On ne l'aurait jamais cru. Bon, ça met la techno en face de tout le monde au moins. Donc, au final, il faut aussi trouver un équilibre entre régulation et avertir l'épargnant des risques et à la fois une UX, donc une expérience utilisateur qui est simplifiée et qui permet à tout le monde de pouvoir commencer simplement dans la crypto. Avec Myriam, vous devez mettre en place ce genre de sécurité où vous devez avertir des risques quand on crée un compte, quand on investit dans une crypto. Est-ce que c'est quelque chose qui pose problème aussi pour, les inscriptions, pour l'adoption? De toute manière, on a évolué dans un monde où on nous a habitués pendant des années à ce que tout soit le plus smooth possible. Et en fait, au détriment de notre sécurité, mais sans qu'on s'en rende compte régulièrement. Et donc maintenant, quand on doit faire un peu machine arrière, forcément, tu rajoutes de la contrainte. Pour avoir de la sécurité, tu rajoutes de la contrainte. Et donc, ça perturbe un petit peu l'expérience utilisateur et forcément, ça crée une friction et ça peut freiner certaines personnes. Celui qui veut réellement y aller, il ira, ça le freine pas. Mais celui qui est un petit peu moins emballé, forcément, il va faire un petit peu moins d'efforts. Après, oui, effectivement, nous, on a des obligations d'une part réglementaires sur ces sujets-là, et au-delà de ça, tu as aussi des obligations entre guillemets un petit peu éthiques d'essayer de faire comprendre à la personne ce qu'il est en train de faire. Et au-delà de l'éthique d'ailleurs, c'est tu le fais aussi pour toi, parce que si tu vends quelque chose à quelqu'un qui comprend pas, le jour où ça se passe pas comme prévu, la personne, elle va t'en vouloir à toi et tu vas perdre plus de temps en support derrière si tu n'as pas été clair au départ. Donc, tu as tout intérêt à être très clair, sauf si ton but, c'est de faire un one-shot et après, tu t'en vas. Mais si tu as vocation à t'installer dans la durée, tout ce travail pédagogique, il sert. Et d'ailleurs, la personne, si tu as été transparent avec elle sur ça et qu'elle ne vient pas, et qu'elle va ailleurs parce qu'il y a une autre personne qui lui a rendu autre chose, elle reviendra à un autre moment parce qu'elle reviendra sur ça, tu vois. Mais évidemment qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Ça va aller encore beaucoup plus loin. C'est forcément contraignant parce que nous, c'est aussi de l'énergie, tu vois, de devoir mettre en place tous ces dispositifs pour éduquer les gens pour ça, sachant que les gens ne le regardent pas forcément et donc après, tu as beaucoup de questions. Mais c'est l'évolution logique et c'est aussi un signe d'adoption de devoir mettre en place toutes ces choses-là.
Ok, très clair. Et j'avais une autre question pour Léo. Toi, tu es un peu des deux côtés. À la fois, tu as un média donc avec Coin Academy, où vraiment vous éduquez les gens sur plusieurs sujets. Et à la fois, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle CryptoPixou, où tu fais pas mal de trading. Tout à l'heure, on a posé la question, et dans la salle, il y a plein de mains qui se sont levées pour dire que les gens venaient principalement d'abord parce qu'il y avait de l'argent à se faire. Moi, je vois très souvent des gens qui rentrent dans le Web3 de par le trading. Comment est-ce que tu fais pour, au final, garder ces gens-là sur peut-être du plus long terme et leur apprendre que c'est pas juste du pump and dump et qu'ils vont pas juste devenir millionnaires et partir une semaine après? Je leur dis la vérité, tout simplement. Je leur explique mon parcours, les expériences que j'ai eues, comment ça se passe. Et en fait, je leur partage littéralement ce dans quoi je me positionne, ce dans quoi j'investis, ce que je trade, en fait. Donc, ils peuvent voir de leurs propres yeux à quel point c'est facile ou pas, à quel point c'est difficile ou pas de faire de l'argent en crypto. Et je leur explique aussi tous les échecs que j'ai eus. En réalité, c'est ça, je pense, qui est le plus intéressant et le plus marquant. C'est que à partir du moment où on commence à partager les gros échecs, on leur explique que, en fait, ils peuvent littéralement tout perdre du jour au lendemain s'ils se mettent en levier x100 et qu'ils mettent tout leur argent, ou s'ils investissent dans un shitcoin qu'ils ont mal regardé, etc. Donc, non, en soi, moi, je partage un maximum mes expériences, mes échecs, et je suis ultra transparent, et je pense que ça permet d'avoir une idée et une image assez fidèle de ce à quoi ressemble le portfolio et l'évolution d'un portfolio d'un crypto-bro. Et tu conseillerais aux gens de rentrer dans la crypto par le trading ou Non. pas du tout? Non. En soi, le trading, c'est... En fait, si tu veux être bon en trading, il faut passer beaucoup de temps. Donc, de fait, quand tu vas commencer, tu vas être mauvais. Et donc, après, c'est à toi de voir si tu es prêt à perdre de l'argent pendant 2 ans pour peut-être en faire beaucoup plus après, ou si juste tu préfères être investisseur et être rentable day one en achetant du Bitcoin, quoi. Donc moi, je recommande pas nécessairement le trading. Après, moi, c'est une de mes passions. Et les gens qui sont assez fous pour se lancer là-dedans et tenter l'expérience, moi, en tout cas, je les aiderai. Et voilà. Je partagerai ce que je fais. Et je pense que ton témoignage, il est intéressant, et le tien aussi, c'est-à-dire que l'adoption aujourd'hui ne se fait que par nos ambassadeurs et par l'exemple qu'ils donnent. Et donc, voilà, il est là notre rôle, on est là pour montrer le chemin et pour montrer l'exemple aussi, parce que voilà, il y a le trading, il y a l'investissement, puis après, il y a ce que le Web3 peut apporter à l'humanité sur une échelle plus globale et tout. Et voilà, et donc, ça me réchauffe le cœur d'entendre des témoignages comme ça, tu vois, de gens sur le terrain qui décident de montrer la voie. Et ouais, si les gens sont attirés par la thune, moi aussi, c'est ça qui m'a fait venir. Et puis après, j'ai découvert la tech et j'ai compris que la tech, c'était 1000 fois plus intéressant que devenir riche en vrai. C'est possible. Je suis vraiment in it for the tech. Mais voilà, et ça repose sur nous, les believers, les pionniers, de montrer l'exemple, tout simplement, par nos propres vies, par ce qu'on fait, par ce qu'on apporte, quoi. Je pense à la fin, si on veut vraiment avoir une adoption massive, on a beau avoir autant d'ambassadeurs que possible et d'avoir des dizaines et des créateurs de contenu, des gens qui font de la pédagogie partout. À la fin, la seule chose qu'il faut, c'est une aide notamment des politiques et des gouvernements, notamment, je pense, à travers une éducation financière. C'est la première chose qu'on apprend avec Bitcoin. C'est la spéculation, mais c'est aussi l'économie, comment marche la monnaie, comment est-ce qu'on peut réfléchir, comment est-ce qu'on peut investir. Aujourd'hui, en France, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. On ne sait tout simplement pas comment investir, pas comment marche la monnaie. Alors, d'un côté, c'est un peu bizarre parce que dans les gouvernements, ils sont tous financiers. Par exemple, on a le Mozart de la finance. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils ils ont un oublié, peu sur le Bitcoin mais pour se mettre à jour, ils ont oublié d'apprendre aux Français comment marche l'économie. Est-ce que c'est un oubli ? Ça changera jamais. Mais est-ce que c'est un oubli ou c'est un fait ? Je sais pas. Mais dans tous les cas, alors c'est pas un oubli. Mais à ce moment-là, faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas à investir ? Pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas Je relève un autre débat, mais c'est très personnel, mais j'ai fait comme ils ont dû faire à Meria, là, du Mika et du Pessan là, ces 2 dernières années. C'est pas un oubli. C'est du paternalisme de société. C'est-à-dire que les gens pauvres, oh là là, ils sont bêtes sûrement, donc ils peuvent pas investir sur les marchés privés. Et donc, alors, c'est pas volontaire, mais c'est une conséquence du cadre légal qu'on a sur les marchés privés depuis des décennies, qui fait que comme c'est interdit au retail, ça sert à rien de les éduquer puisqu'ils n'ont pas le droit d'y aller, ou que c'est très très compliqué
pour un citoyen lambda d'aller investir dans des startups. Et donc, tu as ce discours de puisque c'est risqué et qu'on ne veut pas des problèmes sociaux d'échelle, on va pas l'interdire, mais le rendre extrêmement difficile d'accès. Et donc, si c'est difficile d'accès, ça ne sert à rien de les éduquer là-dessus. Et c'est vrai que c'est ce que cette technologie apporte, c'est de pouvoir reprendre le pouvoir là-dessus, puisqu'en plus, on est dans des sociétés où le pouvoir d'investissement, c'est le pouvoir de décision, et que l'avenir des sociétés se fait dans les marchés privés, pas dans les urnes. Ce qui est sûr, et j'en suis persuadé, et je pense que beaucoup parmi vous, parmi nous aussi, c'est que si on était tous éduqués financièrement avec une base, en fait, Bitcoin ne serait même pas un débat. Alors, je dis bien Bitcoin, hein, je dis pas le reste, mais vraiment Bitcoin, à mon avis, ne serait pas un débat. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est un très bon médium pour apprendre la finance, l'économie mondiale, la sociologie, il y a énormément de choses. L'investissement. Merci les cryptos pour ça, parce que moi, personnellement, les cryptos, ça a été mon premier point de contact avec les marchés financiers. Et c'est devenu une passion. Donc, Et à contrario, on a le président des États-Unis qui lance son meme coin, alors que les gens ne sont même pas éduqués, comme vous disiez, financièrement. Est-ce que vraiment ce lancement de meme coin, ça a rendu le Web3 accessible, ou est-ce que juste ça en fait une promotion qui au final n'est pas réellement ce que le Web3 est? Alors, oui, d'après les chiffres, ça rend le Web3 accessible parce que 50% des gens qui ont acheté du Trump n'avaient jamais acheté de crypto avant. Donc, ou du moins, ça fait rentrer de la liquidité. Est-ce que c'est un bon exemple? Non, à mon avis, pas du tout. Je sais pas ce Est-ce que c'est un mauvais exemple? Oui. Oui, très mauvais exemple. Après, est-ce que les scammers vont scam? Oui. Oui. Donald Trump, c'est le show. Ça a toujours été ça, avant qu'il soit président, etc. C'est un showman américain. Enfin, on se rappelle de The Apprentice. Pas un si vous showman, avez c'est un regardé. businessman. Hein. C'est un businessman, showman. Qui va d'ailleurs faire pump ses bagues une fois qu'il aura fini d'acheter sur World Liberty sur World Finance. Liberty. Ah oui, pour rebondir là-dessus aussi, c'est exceptionnel ce qui se passe, c'est extrêmement dangereux à la fois. Il met le sujet de la crypto devant les yeux du monde entier, mais il passe par le pire des chemins possibles pour le faire. Bon, on va voir ce qu'il en ressort. Peut-être qu'un meilleur chemin, ce serait d'éduquer les gens sur la méta, la narrative airdrop. On l'a beaucoup vu ces derniers temps. Je ne sais pas si vous, personnellement, vous farmez des airdrops, si vous regardez ce que c'est. Est-ce que c'est une bonne méta, peut-être pour onboarder aussi des nouvelles personnes qui veulent apprendre à utiliser des protocoles, ou pas du tout, c'est trop compliqué? En tout cas, moi, la méta, je la trouve magnifique. Hein. Mais en fait, en soi, je trouve que ça a ramené quand même beaucoup de gens en crypto, les airdrops. Même si, encore une fois, c'est pour gagner de l'argent rapidement, etc., je trouve que ça ramène beaucoup de gens. Peut-être redéfinir airdrop pour ceux qui ne savent pas dans la Est-ce que salle. ces gens y restent? Du coup, airdrops, globalement, on utilise un protocole, une application, etc. Et à un moment donné, on est récompensé pour l'activité qu'on a eue dessus, en recevant la plupart du temps des jetons, donc des tokens ou des NFT, enfin peu importe, qui ont une valeur et qu'on vend pour vivre une belle vie. Non, plus sérieusement, non, je pense que vraiment les airdrops, ça a ramené beaucoup de gens en crypto, et je pense que c'est une bonne chose. Et ça permet surtout aux gens de tester les produits. Et ça nous permet aussi de voir ce qui marche ou ce qui marche pas en produit, en fait. Donc moi je trouve que c'est exceptionnel. Après, souvent quand on commence en crypto, on forme pas les bons airdrops, quoi. Donc, mais je trouve que c'est un bon point de contact parce que même si c'est pour gagner de l'argent, on utilise vraiment la blockchain, on utilise vraiment les wallets, les applications, on progresse. Alors que en soi, si on arrive et on dit au lieu de mettre 100 € dans les paris sportifs, cette fois-ci je vais acheter le meme coin de Trump, je suis pas sûr qu'on progresse beaucoup, quoi. Alors, je pense que les airdrops, il y a un très bon côté. Alors, je vais le redéfinir, mais c'est de l'argent gratuit qu'on distribue. C'est de l'argent qu'on imprime et qu'on distribue. Tu as l'expérience pour aller chercher de bons airdrops, beaucoup plus que quelqu'un de lambda. Aujourd'hui, les projets, ils utilisent le terme airdrop quand ils vont chercher des investisseurs, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui vend. Je pense qu'on a totalement dénaturé la base de l'airdrop, comme on a pu le voir avec Uniswap, qui est le ou l'un des premiers airdrops il y a quelques années, où c'était surprise, personne ne s'y attendait, les gens ont reçu de l'argent comme ça, vraiment sans s'y attendre. Aujourd'hui, c'est devenu un élément marketing. Tu dis que c'est du token gratuit, mais pour moi, c'est les nouvelles ICO.
Et enfin, c'est Oui. gratuit, mais tu passes quand même. Enfin, toutes les airdrops sont différents, mais tu passes quand même du temps. Et en vrai, même si tu te plantes dans le airdrop, tout le C'est travail. gratuit pour les fondateurs, je veux dire. Les airdrops. Oui, mais je veux dire, pour la personne qui se plante sur un airdrop, je veux dire, t'as pas la même méta si tu te plantes en achetant un même coin et il tombe à 0 que si tu te plantes sur un airdrop. Tu as passé du temps, tu as utilisé, tu as progressé et la fois d'après, tu seras plus compétent pour voir d'autres choses. Et ça t'a permis d'essayer, ça t'a permis de mettre vraiment la main dans l'écosystème. Et pour beaucoup, pour pas un investissement en capital qui est énorme, aujourd'hui, tu peux fermer plein Ça d'airdrops pour pas change des grand-chose, vies. C'est aussi simple que ça. Il y a des Ça gens. peut, bien sûr. On vit en France. Je pense que le salaire médian, il est relativement faible par rapport aux airdrops que les gens peuvent recevoir en testant la blockchain, etc. Tu vois, non, mais c'est C'est vrai qu'on a vu des réel. gens qui ont fait des 1 Et puis million même, d'euros cette année. là, on est dans un prisme français, mais il y a des pays, ça a changé une partie de la richesse de leur population, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement positif, mais il faut être réaliste. Globalement, vu que les ICO c'était compliqué, bah en fait, on vous donne du token gratuit, mais vous avez utilisé la blockchain, vous avez payé les frais, vous avez mis de la liquidité à disposition, etc. Et donc au final, vous avez payé vos tokens d'une certaine manière. Et en même temps, pour les projets, ça permet de vendre du token à une communauté. Ça permet aussi de lever des fonds plus facilement parce qu'ils ont plus de traction, ils ont des meilleurs. Enfin, en soi, je pense qu'il faut juste être réaliste sur ce que c'est, mais je trouve que c'est plutôt positif pour tout le monde quand c'est bien fait. Ouais, et ça traduit pour moi de la capacité du Web3 à être extrêmement inventif et à s'adapter. Contourner les règles. Et ouais, bah, les règles, je sais pas, puisqu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est juste, on voit ce qui se passe quand il n'y en a pas. Et voilà, et les airdrops, ou même, enfin, c'est un super outil marketing, c'est un super outil d'acquisition d'utilisateurs, de bêta testing, et c'est d'ailleurs sûrement un très bon outil d'adoption. Moi, j'ai pas les chiffres là-dessus. Donc ouais, et ça traduit bien que le Web3 est quand même un substrat d'innovateurs et de gens qui veulent changer les choses, et que sans que ça touche à l'adoption, mais il est quand même important de protéger ça. Et après, peut-être pour revenir sur Trump, son gouvernement et comment ils mettent en avant les cryptos, une initiative qui est intéressante plus que Trump, c'est le Doge. C'est-à-dire essayer d'utiliser la blockchain pour rationaliser les dépenses de l'État, augmenter la transparence et des choses-là. Ah, ça, c'est un truc qui donne un petit peu plus envie et qui montre une image de la blockchain un peu plus intéressante, peut-être. Est-ce qu'on est prêt à voir les dépenses d'un gouvernement, d'avoir transparent sur une blockchain? Est-ce qu'on est prêt à ça? Alors peut-être pas les dépenses, mais il y a des choses où je pense que ça ferait pas de mal. C'est-à-dire que on est censé être tous, égaux face à l'administration, par exemple, que des process administratifs, tout en respectant la vie privée des gens, mais qu'on puisse être capable de savoir où sont nos dossiers, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ah, la PAM du 92, elle a perdu ton dossier avec la PAM du 93. Je dis, mais attends, comment c'est possible en 2024 de perdre des dossiers? Donc, il y a des évidences dans la technologie blockchain pour rendre les gouvernements beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est peut-être un use case qui ferait qu'à l'échelle globale, ah bah oui, si d'un seul coup, j'en sais rien, tu vois, la RATP ou n'importe quel système de ticketerie se mettait à utiliser la blockchain, parce que c'est juste plus simple, c'est plus pratique et que tout est déjà déployé, et qu'en termes d'infra, bah, ça te réduit tes coûts, ça t'augmente ta sécu, bah, ça c'est le genre de use case qui s'impose, quoi, voilà. Et on les voit arriver, hein, des vrais use cases industriels vraiment sérieux dans des boîtes qui utilisent la blockchain et qui ne le disent pas, ils s'en foutent, juste parce que concrètement, c'est un système d'information plus efficace, plus sûr et plus fiable. Voilà, donc ça va venir doucement, cette installation. Puis en attendant, bah, y a les mêmes coins, et puis on va se rejoindre par là. On va prendre les questions dans 2 minutes, mais juste avant, si chacun d'entre vous peut donner un conseil, il y a pas mal peut-être de débutants, de gens qui commencent dans la salle, un conseil par personne que vous avez à leur donner pour rentrer dans la crypto et le Web3. Ouvrir un compte sur Meria? Non, passer du temps, en vrai, passer du temps avant de vouloir investir, avant de vouloir gagner de l'argent. Passer du temps parce qu'on a la chance d'être à ce moment où on a juste un momentum générationnel. On a juste la chance d'être là au moment où c'est en train de se passer et c'est en train de se construire. Et ça peut réellement changer des vies. Pour tous ceux qui sont de notre génération, qui ont aujourd'hui moins de 30 ans, on a la possibilité d'intégrer des grosses boîtes ou de faire des trucs hyper sympas parce que c'est en train de se passer maintenant. Et dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera acté et ce sera plus sur ce sujet-là qu'il y aura des trucs intéressants à faire. Comme pour ceux qui ont commencé au début d'Internet,
on est vraiment dans ce moment-là. Donc en vrai, passer du temps et essayer de comprendre et essayer de faire des trucs, quoi. Il y a beaucoup de conseils à donner. Il y en a un en particulier qui On doit en donner qu'un, parce qu'on a qui plus me de vient temps. en tête, ouais, je sais. C'est faites attention à ce que vous écoutez, qui vous suivez et soyez maître de vos émotions. En crypto, beaucoup de gens et à travers des milliers de mécanismes vont vous faire croire que telle crypto va exploser, vous allez pouvoir être riche, que si vous investissez dans les moins de 2 heures dans cette crypto, ça va monter, etc. 99,999% du temps, vous allez juste perdre de l'argent et pas être maître de votre avenir financier. Donc voilà, faites attention à qui vous suivez et soyez maître de vos émotions. Alors effectivement, prenez votre temps. N'écoutez pas Christine Lagarde, ça va dans ton sens. Et, Écoutez son fils. écoutez le fils de Christine, bien sûr. Et non, moi je dirais créer un compte chez Meria. Ou en tout cas, non mais c'est quand même code ce qui promo. nous caractérise tous. Et en C'est-à-dire bien que ou- on a mis 100 balles ou 1000 balles ou 100 000 balles en fonction de ce qu'on pouvait mettre. Et c'est parce qu'on avait un peu de capital là-dedans que d'un coup ça a pris du sens et qu'on s'y est un peu plus investi, qu'on s'est renseigné et tout. En tout cas, moi, ça a été mon parcours. Donc oui, commencez par prendre le capital que vous pouvez sacrifier juste pour jouer avec de la crypto. Je pense que c'est loin d'être bête pour s'autoriser à ce que ça devienne quelque chose de sérieux dans sa vie. Parce que si vous mettez 100 balles et que 3 mois après, c'est 150 balles, ça fait réfléchir. Moi, je dirais évidemment de suivre Coin Academy, qui est le média que j'ai créé avec, Oui, et aussi avec ça. Capet et mes autres associés, où on partage vraiment notre passion au quotidien. Et sinon, à côté de ça, je pense que une leçon évidemment que j'ai tirée de 2024 avec certains airdrops, c'est que le plus important, c'est de rester skin in the game, de rester actif et d'utiliser la blockchain. Parce que, en fait, votre historique on-chain a une valeur. C'est aussi simple. Plus vous restez en crypto, plus vous vous exposez à des phénomènes qui, tôt ou tard, peuvent changer votre vie. Ça peut être rester éveillé à 5 heures du matin et voir le token Trump lancé. Ça peut être le fait d'utiliser un protocole que vous adorez et de recevoir un gros airdrop. Ça peut être plein de choses. Donc en fait, juste le fait de rester skin in the game, d'être actif et d'essayer d'apprendre, ça vous mènera, à mon sens, forcément vers des choses qui sont globalement positives. Merci beaucoup. On va prendre les questions. Donc, si vous avez une question, levez la main. Et il y a On peut amener un micro au monsieur qui arrive, au milieu, parfait. ouais, merci. Bonjour. J'ai deux petites questions. La première, donc concernant le meme coin Trump. À mon sens, donc il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées justement un petit peu dans la crypto grâce à ça. Mais d'un autre côté, en fait, je pense qu'il y a 90% des personnes qui ont acheté du meme coin Trump, en fait, qui ne savent même pas sur quelle blockchain elle a été créée. Alors, est-ce qu'on ne parle pas trop de la crypto et pas assez de la blockchain? Est-ce que la crypto, en fait, ne tue pas la blockchain? Et en fait, est-ce qu'on ne parle pas assez de tech et trop, justement, de côté financier? Et la deuxième question, c'est par rapport au airdrop. À mon sens, il y a quand même un point qui est très important qu'on a oublié de parler, c'est le principe même du airdrop. On a beaucoup parlé de Hyperliquid en 2024. C'est la DAO, la décentralisation. Et à la base, c'est ça le principe même du airdrop, c'est le fait de pouvoir décentraliser justement les projets. Et donc, on parle beaucoup après de vendre et de faire du bénéfice sur justement le airdrop qu'on a touché. Mais est-ce que c'est pas aussi intéressant de pousser les gens à conserver une petite partie au moins du airdrop et de participer après au projet et donner un petit peu une suite aussi justement technologique à notre gain, voilà. Merci. Alors, sans crypto, il n'y a pas de blockchain, déjà de base. Enfin, le but de la blockchain, c'est de pouvoir rémunérer les gens qui vont faire que c'est décentralisé en les incentivant donc, avec une crypto. Oui, je comprends le point sur lequel il y a trop de crypto, de shitcoin, qu'on se le dise. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais après, effectivement, comme ça nous est arrivé d'en parler, on en a beaucoup parlé pendant la conférence, c'est un endroit où tout le monde fait ce qu'il veut. C'est permissionneuse, donc on Tout le arrive monde, et... on n'a rien à dire. Alors ça fait chier, ça fait pas chier. Enfin, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais chacun peut faire quelque chose. Pour les airdrops, par contre, je vais laisser Léo ou quelqu'un d'autre répondre. Bah, c'est vrai que J'ai pas eu hyper liquide, moi. pour le coup, ça aide véritablement à décentraliser un projet et aussi de former une communauté qui va derrière, on espère, voter pour le meilleur du protocole, de la LAP, etc. À mon sens, moi je parle de vente parce que je pense que ça peut juste changer la vie de certaines personnes, mais évidemment, s'ils veulent voter, s'ils veulent influencer le projet de manière positive, je le recommande vivement. Ouais, puis
Un airdrop réussi, c'est un airdrop où les gens vendent pas tout. Parce que en Moi, j'ai racheté au découvrant le final. réseau, ils se disent ah bah ça va monter plus haut, ou alors ils veulent faire partie de l'aventure du réseau. Et c'est ça aussi, quand je parlais de dispositif marketing, bah, c'est clairement ça, attirer les gens dans sa gouvernance et faire qu'il y ait des agents actifs qui travaillent tous les jours et qui aient envie de faire que le protocole il se développe plus. C'est aussi un des objectifs des protocoles. C'est effectivement quelque chose qui est un petit peu en arrière-plan, mais c'est normal aussi. Moi, si je prends mon exemple, donc je suis rémunéré par Polkadot, bah, je sais pas s'il faut que je le dise trop à la télé comme ça, je sais pas ce que Bercy en pense, j'ai pas d'employeur, j'ai pas de fiche de paye, j'ai rien du tout. Je reçois des trucs sur une blockchain que j'estime être suffisant pour me compenser du travail que je fais. Et il est là aussi l'état actuel des gens qui veulent s'impliquer dans la blockchain, qui veulent s'impliquer dans les DAO et tout ça. Et on en revient sur la société civile qui n'est pas prête, parce que la comptabilité gère pas la crypto, parce que à partir du moment où vous êtes sur un multisig, vous êtes potentiellement en train enfin, vous avez une société non enregistrée si on suit la loi. Et donc, il y a aussi toutes ces difficultés-là derrière ça. D'ailleurs, ce que tu abordes, c'est-à-dire que les vrais enjeux de la décentralisation et de faire en sorte que tu aies des protocoles qui soient capables d'opérer sans entité centralisée et sans entité juridique, alors on en est loin. Polkadot, c'est ce qu'on vit tous les jours. Je peux vous dire que c'est assez compliqué de faire du marketing, par exemple, à grande échelle avec une agence quand vous ne pouvez pas avoir de facture. C'est bête, hein, mais voilà, nous, on n'a pas d'entité juridique. C'est très, très, très compliqué d'interagir avec la société civile. Merci pour les réponses assez complètes. On arrive à court de temps. Donc, on sera juste devant là-bas si vous voulez encore poser des questions. Et puis, merci à tous les intervenants. Ah oui, puis on a nos stands, non? On est Et on tous a sur un oublié, stand. on a oublié quelque chose. Ah, C'est l'anniversaire de Carlita. C'est Aujourd'hui. bon bon anniversaire, Happy Carlita. birthday to you. Merci. Merci à tous. au Merci revoir. à tous.